Je vais tout doucement commencer le webinaire en attendant que tout le monde se connecte. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information qui porte donc sur le dispositif des vallées régionales de l'innovation, qui, comme vous le savez, est organisé conjointement donc entre moi-même, donc Clara Petitfils, PCN EIE ou MESR, et Valérie Pouget, donc, qui représente aujourd'hui l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, un petit mot de rappel avant de me lancer dans le vif du sujet. Ce webinaire est enregistré. Vous aurez donc accès au replay ainsi qu'aux différents supports PowerPoint qui seront présentés aujourd'hui sur la page web de l'événement ultérieurement. Donc, lorsque tout sera prêt, vous recevrez un mail de ma part vous indiquant que le contenu est disponible. Puisque cet événement est enregistré, je vous invite donc à faire bien attention à couper vos micros surtout et vos caméras. Donc, au programme aujourd'hui de ce webinaire, donc nous avons prévu tout d'abord avec Valérie un petit moment d'introduction générale, d'icebreaker pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, merci. Pour apprendre à mieux vous connaître, comprendre le profil, voilà, des acteurs qui sont derrière, l'écran. Puis, nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet. Donc je débuterai avec une, présentation, du contexte général, au sein duquel, le dispositif des vallées régionales de l'innovation s'insère. Puis je présenterai le premier instrument, visant à labelliser et financer, ces vallées régionales de l'innovation, donc via l'appel EIE. On vous proposera ensuite, une première session de questions-réponses. Ensuite, une petite pause, voilà, pour vous permettre de recharger les batteries, d'aller chercher un café avant d'enchaîner donc avec la présentation de Valérie, qui présentera du coup le second instrument, cette fois-ci issu du FEDER, qui vise donc à labelliser et financer également des vallées régionales de l'innovation, donc via l'instrument dit I3. Puis il y aura un second temps, de questions-réponses. Donc voilà, je profite d'ailleurs de cette introduction pour, te remercier à nouveau Valérie, de ta présence et de ta participation aujourd'hui. Alors, le petit moment, d'icebreaker, en fait, de partage, donc on a créé un petit Slido, pour mieux vous connaître. Donc je vous invite à vous rendre donc sur le site www.slido.com, à rentrer le code de l'événement qui est hashtag, RIV 2023, ou bien à scanner directement le QR code qui se trouve, sur votre écran. Il y a également, le lien, Slido qui va vous être envoyé directement dans le chat, Teams. Alors, je vais juste passer du coup, basculer, sur la page Slido pour pouvoir le lancer. Hop. Est-ce que, Fanny, tu peux partager le petit, lien du coup que j'avais, créé pour le Slido, que je t'avais envoyé hier? Je l'ai fait déjà Ah plusieurs merci, fois en pardon. fait. Non, non, je Pardon, t'en prie, du coup, je c'est vois pas bon, le normalement. chat, donc OK, merci beaucoup. Je l'ai fait et je l'ai refait là parce que je sais que les gens, quand ils s'inscrivent, ils arrivent plus tard, ils le voient pas. Donc normalement, voilà, je viens de le faire. Donc vous pouvez Super, effectivement, comme de rien, comme merci. disait Clara, vous cliquez juste et ça vous amène directement sur le site. Parfait. Du coup, la première question, vise à savoir, voilà, où vous vous situez actuellement, où vous êtes localisé. Parce que comme vous le savez, le dispositif des vallées régionales de l'innovation, a une forte composante, régionale du coup. Donc ça nous intéressait de voir quelle était la répartition des participants du webinaire aujourd'hui. OK, Bruxelles, Normandie. OK, donc une, forte présence bruxelloise visiblement aujourd'hui. Normandie, Pays de la Loire, Orléans, Grenoble. OK. OK, donc Bruxelles. OK. Donc on verra, quels sont ces acteurs, bruxellois. Je pense qu'il y a
quelques représentations des régions à Bruxelles, peut-être. La région Aura, Paris également, Bordeaux, Sofia Antipolis, la Bretagne. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui répondent. La Loire, Centre-Val de Loire. OK. Eh bien, visiblement, Bruxelles l'emporte. Donc ensuite, Aura, Normandie, Bretagne, Paris remonte. OK, très bien. Bien, bienvenue à tous, où que vous soyez, bienvenue à ce webinaire. Hop, on va passer à la deuxième question. Donc là, pour savoir à quel type, d'organisme vous appartenez, collectivité territoriale, organisme de recherche, université, industrie, PME, start-up, cabinet de conseil, ONG. Donc j'ai ici repris la nomenclature qui était proposée par la Commission européenne, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt des vallées régionales de l'innovation, justement. Donc sans surprise, c'est, l'échelon enfin collectivité territoriale, peut-être j'imagine surtout les régions, qui sont le plus représentées à 45. Il y a quand même 23 de autres, d'accord, 26. Des universités, des organismes de recherche, quelques PME, d'accord, des ONG. Non, plus d'ONG. D'accord, très bien. OK, 42. OK, donc beaucoup d'acteurs type autres finalement, qui se sont pas retrouvés dans ces catégories. OK. OK, très bien. Heu, donc principalement quand même les collectivités territoriales et le monde académique, mais également c'est intéressant, quelques PME parmi nous aujourd'hui. OK, très bien. Je vais passer à la 3e question qui s'adresse cette fois-ci aux régions. Donc avant de répondre, juste pour vous préciser le type de réponse que j'attends, pas seulement un oui, non. Donc il existe un appel à manifestation d'intérêt qui vise à labelliser des vallées régionales de l'innovation. Donc ma question, c'est si, vous avez répondu, pourriez-vous préciser la région que vous représentez? L'idée étant, comme vous le savez, que, le dispositif des vallées régionales de l'innovation, ont un fort portage via les autorités régionales. Donc ce serait intéressant pour les autres acteurs présents aujourd'hui à ce webinaire, les autres parties prenantes, de voir, quelles régions, à ce stade, pensent ou vont se manifester, via l'AMI pour être labellisées vallées régionales de l'innovation. Voilà, c'est juste un petit indice peut-être pour les autres parties prenantes, aujourd'hui, voilà, qui peuvent peut-être identifier leur région et se rendre compte que, elles sont intéressées par ce dispositif, déjà par le biais de l'AMI. Alors je vois que ça tape et qu'il y a personne qui qui soumet. OK, Centre Val de Loire, OK, pas encore, mais donc visiblement, il y a un intérêt. Normandie, OK, donc la Normandie, c'est sûr, enfin, a répondu ou va répondre. Donc j'ai un pas encore, mais je ne sais pas de quelle région. Occitanie, pas encore, OK. Nouvelle-Aquitaine, pas encore. OK. Je vois encore 2 participants en train d'écrire, je vais attendre 3 quelques minutes et je vais passer à la question suivante. Strasbourg, OK, pas encore. OK, très bien. OK, bon, on a quand même une petite, idée des régions, du moins qui sont présentes aujourd'hui, qui sont du coup intéressées, qui vont prochainement se positionner. Aura, pas encore. OK, très bien. Bah, un dernier participant. Non, c'est bon. OK. Du coup, je passe à la 4e pardon, à savoir, à ce stade, par quel instrument, financier êtes-vous le plus intéressé? Donc j'ai exclu ici, l'AMI. Donc êtes-vous plutôt, intéressé par l'instrument dit I3 ou par l'instrument EIE?
Donc, c'est deux outils visant, je le rappelle, à labelliser et financer des consortia, donc financer des activités. OK, donc il y a quand même un peu plus pour l'EIE à 65%. OK, 53% pour, l'I3. Je précise que pour cette question, j'invite tous les participants, bien évidemment, pas seulement, les régions, autorités régionales à répondre. OK, donc un peu plus d'intérêt, semble-t-il, pour, l'instrument I3. D'accord, OK. Et enfin, dernière question, au sein de l'appel à manifestation d'intérêt, et de l'appel, EIE, qui est dit challenge based, il y a 5 grandes thématiques, secteurs stratégiques qui sont indiqués, et sur lequel, les consortia doivent travailler. Donc je vous les ai listés ici, pardon, et voilà, je vous invite à répondre, à quelle thématique, êtes-vous le plus attaché, souhaiteriez autour de laquelle vous souhaiteriez vous positionner, autour, de ce dispositif Vallée régionale de l'innovation. Donc je liste ces 5 thématiques, donc réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, réalisation de la circularité, maîtrise de la transformation numérique, amélioration des soins en santé et le dernier thème, je crois que c'était sécurité alimentaire. Donc parce qu'il bouge selon le classement, donc voilà. Donc c'est plutôt la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles qui semble l'emporter aujourd'hui, donc 53%. Ensuite, le numérique à égalité avec la question de la circularité, puis la sécurité alimentaire et la question des soins en santé. OK. OK, très bien. J'attends encore un tout petit peu, mais je pense que voilà, c'est ce classement qui semble l'emporter. Très bien. Bien, je vous remercie pour, votre participation à ce petit sondage. Je vais maintenant rentrer, dans le vif du sujet et alors je vais à nouveau passer sur, ma présentation. Donc est-ce que attendez, moi je On suis voit bien ta voilà. présentation. OK, super, parce que moi j'étais encore sur la page web. Très bien, donc je vais, débuter par un petit moment d'introduction donc sur le contexte au sein duquel, s'insèrent donc, les vallées régionales de l'innovation. Donc les Regional Innovation Valleys, sont issus en fait d'un agenda politique, communautaire, donc qui se nomme le New European Innovation Agenda, lancé, en juillet 2022 donc par l'ancienne, commissaire Maria Gabriel. L'objectif, de ce New European Innovation Agenda, l'objectif politique, c'est voilà, de travailler à positionner l'Europe au premier rang de la nouvelle vague d'innovation, de la création d'entreprises, dans le sens du vivier start-up, notamment deep tech. L'idée, en fait, de la Commission européenne, dans cette volonté de se placer au premier rang dans le secteur de l'innovation, c'est, de se dire que l'innovation, en fait, notamment deep tech, est une réponse, à certains des grands défis, des grands challenges, rencontrés par, l'Union européenne, tels que la sécurité alimentaire, énergétique ou encore, les matières premières en Europe. Donc, ce New European Innovation Agenda, se structure autour de 5 grands flagships, 5 grands thèmes, si vous voulez, intégrant au total un ensemble de 25 actions. Donc, ces 5 grands flagships sont, financer, les scale-up deep tech en premier, permettre l'innovation grâce à des espaces d'expérimentation et les marchés publics innovants. En 3, accélérer et renforcer l'innovation dans les EIE, dans l'ensemble de l'Union européenne et combler la fracture d'innovation. Encourager, attirer et retenir les talents deep tech. Et en 5, améliorer l'élaboration des politiques. Donc, dans le cadre des vallées régionales de l'innovation, c'est le flagship numéro 3 qui nous intéresse plus particulièrement, puisqu'il prévoit en effet d'établir des vallées régionales de l'innovation afin de favoriser
l'interconnexion des écosystèmes régionaux. Actuellement, lorsqu'on se rend donc sur cette fameuse roadmap du New European Innovation Agenda, qu'on parcourt les différents flagships et son flagship numéro 3, on peut lire que la Commission européenne s'engage à prévoir un budget donc, de 170 millions d'euros pour le financement de ces vallées régionales de l'innovation. Actuellement, 60 millions d'euros étant prévus via le programme cadre Horizon Europe et son instrument EIE, et 62 millions via le programme FEDER et son instrument dit I3. Donc, en plus donc, de ce New European Innovation Agenda, et suite du coup à l'établissement, à la proposition de créer ces vallées régionales de l'innovation, la Commission européenne a ensuite mis en place plusieurs dispositifs afin de mettre en œuvre justement ce troisième flagship. Donc, tout d'abord, le 28 mars de cette année, la Commission européenne a ouvert un appel à manifestation d'intérêt conjointement avec le Comité européen des régions, qui est ouvert donc jusqu'au 18 septembre. L'idée, c'est de proposer à la fois aux régions, donc parce que cette AMI, je le précise, est à destination des régions qui remplissent donc un questionnaire. Donc, c'est pour permettre à ces mêmes régions d'exprimer leur intérêt à être labellisées vallées régionales de l'innovation en travaillant sur un domaine d'innovation thématique stratégique, donc qui est mis en gras ici et qui correspond donc au domaine que je vous ai listé dans le slido, donc sécurité alimentaire, énergie renouvelable, économie circulaire, transition numérique, système de soins en santé, mais également une catégorie autre. Donc, il est possible de proposer de travailler sur d'autres secteurs, dans l'idée que, dans un second temps, toutes ces régions labellisées vallées régionales de l'innovation seront ensuite accompagnées, notamment normalement par le JRC, le Joint Research Center, seront accompagnés pour justement travailler à leur interconnexion, leur collaboration avec d'autres partenaires potentiels évoluant autour des mêmes thématiques. Donc, pour toute question sur cette AMI, je vous ai mis une adresse mail générique. Je reste bien évidemment disponible si vous avez des questions complémentaires. Donc, en plus de cette initiative, de cette AMI, en fin mars 2023, la Commission européenne a amendé le programme de travail 2023-2024 de l'EIE en apportant une modification substantielle. Donc, sur l'appel EIE qui visait à financer des vallées régionales de l'innovation. Elle a en effet, comme vous avez dû le remarquer, avancé considérablement le calendrier. L'appel a ouvert le 17 mai 2023 au lieu d'ouvrir en janvier 2024 et le budget a été augmenté de 5 millions d'euros, donc passant de 55 à 60 millions d'euros de budget indicatif total. L'idée derrière cette accélération du calendrier, c'est pour la Commission européenne de s'assurer qu'il y avait un alignement en fait entre les deux instruments dont je vous parle depuis le début de ma présentation, donc l'EIE et l'I3. Car en effet, la mise en œuvre donc, de ce troisième flagship, en plus de l'AMI, passe par deux instruments qui visent à labelliser et financer des consortia des activités. Donc, un premier instrument, donc l'EIE, que je représente aujourd'hui en tant que PCN-EIE, donc European Innovation Ecosystem, issu du programme cadre européen Horizon Europe. Et un deuxième instrument, donc issu de la politique de cohésion de l'instrument FEDER, l'Interregional Innovation Investments. Donc, Valérie Pouget vous présentera juste après le temps sur l'EIE. Clara, pardon de Oui. t'interrompre parce que je sais pas si tu vois le chat du coup, mais l'affichage a sauté. Donc, on voit plus ta présentation. D'accord. Alors, attendez. Bon. Pardon. Ah, pas de souci, ça arrive, mais c'est pour te Tu fais prévenir bien du de coup. me le dire, j'aurais pu parler très longtemps comme ça. Tu étais lancée. Est-ce que vous voyez? Là, on Pas. voit, et puis le temps que tu mettes en mode C'est bon? présentation. Alors là, tu as le problème de tout à l'heure, tu sais, D'accord. faut juste que tu switches, je pense. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, ça continue à être pareil. Ouais. Il m'a fait la même chose à la fois Teams. Alors,
Sinon, il faut que tu dupliques. Est-ce que c'est bon? Non, désolée. Quoi? C'est comment du coup? Parce que moi je l'ai Mais en plein écran. Vous avez ouais, plus du tout moi ça m'a fait accès? exactement la dernière fois la même chose et OK. Alors, c'est hyper excusez-moi agaçant. pour, ce petit problème technique. Il m'arrive jamais en plus. Sinon, il faut que tu partages la présentation. Ouais, moi j'ai exactement eu la même chose donc tu vois? Est-ce que c'est bon là? Bah, là, c'est pareil, on voit, mais on voit en mode présentateur. Donc je vais faire basculer et là C'est pareil, je sais pas ce qu'il a, en fait, c'est Teams qui switch entre les écrans aussi, c'est insupportable. Et là, ça marche pas. Essaye peut-être, ouais, comme je disais, soit tu pars parce que là, tu partages ton OK, écran, c'est ouais ça? d'accord, OK. Essaye Je peut-être cette partage technique. non, Désolée, j'ai que ça à te je proposer. je partage ma fenêtre, Voilà, c'est ça. donc je vais partager l'écran Ouais. et là c'est bon? Ouais, là, c'est bon, super. OK. Laisse poursuivre. Donc je sais pas quand est-ce que ça a coupé malheureusement. J'espère que du coup il était clair malgré tout, même si vous aviez pas de support visuel. Donc vous avez devant vous, comme je vous le disais, les 2 instruments qui visent à financer et labelliser les vallées régionales de l'innovation, donc l'instrument EIE et I3. Quelques éléments aussi de contexte supplémentaires. Donc le 12 mai 2023 a eu lieu une réunion du comité de programme donc pour le troisième pilier, regroupant l'instrument EIC et EIE, au cours duquel le sujet des vallées régionales de l'innovation a été abordé, donc sous le prisme principalement de l'instrument EIE. Donc lors de cette réunion, la Commission européenne a annoncé qu'elle souhaitait, suite à l'alignement de ces différents calendriers, annoncer, les lauréats de l'AMI et des 2 appels EIE et I3 en même temps, soit fin mars, 2024, au printemps donc de l'année prochaine. Il y a aussi une question budgétaire parce que, sur ma slide précédente, bon, que vous avez peut-être pas vue, mais, la Commission européenne, en fait, annonce un budget total qu'elle souhaite allouer au dispositif des vallées régionales de l'innovation qui est supérieur au budget qui est actuellement prévu entre l'appel EIE et I3. Donc notamment dans le cadre de l'EIE, la Commission européenne a annoncé que 100 millions d'euros seraient prévus dans le cadre de l'EIE et d'Horizon Europe pour financer les vallées régionales de l'innovation. Sauf que l'appel actuellement ouvert propose 60 millions seulement. Donc la Commission européenne a annoncé qu'il y aurait possiblement un futur appel EIE dédié aux vallées régionales de l'innovation, donc peut-être en 2024. On verrait alors un amendement du programme de travail de l'EIE à nouveau et éventuellement aussi dans le cadre du futur programme de travail, donc 2025-2026, de l'instrument Widening d'Horizon Europe. Un dernier petit point, information. Donc, en juin 2023, dans le cadre d'une réunion de travail sur la synergie des fonds entre le FEDER et Horizon Europe, il y a eu un très bref point d'actualité sur l'appel à manifestation d'intérêt, qui, compte aujourd'hui 100 candidatures, enfin qui comptait au 7 juin 100 candidatures. Hop. Alors, donc ce petit moment d'introduction me permet de passer, à la présentation donc du premier instrument, l'instrument dit EIE. Donc vous avez devant vous une représentation donc d'Horizon Europe qui est, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore ce programme cadre, le programme européen dédié au financement de la recherche et de l'innovation sur la période 2021 à 2027 avec, un budget, indicatif total prévu de 95,5 milliards d'euros. Donc comme vous le voyez, le programme Horizon Europe, se structure en, plusieurs piliers, que je vais vous résumer, brièvement en quelques mots. Mais je me permets de le faire parce qu'aujourd'hui, on réunit 2 types de communautés autour de l'I3 et de l'EIE et d'Horizon Europe, donc peut-être que vous ne connaissez pas pleinement Horizon Europe encore. Donc le premier pilier, sciences d'excellence, peut être résumé comme, le pilier dédié, au soutien et au financement de la recherche fondamentale.
Le deuxième pilier, qui se nomme, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, va lui plutôt pouvoir être résumé, encore une fois assez, sommairement, hein, mais comme un pilier axé sur, le financement de la recherche appliquée. Donc ce même pilier, vous le voyez, se structure en plusieurs clusters thématiques. Donc le cluster santé en premier, culture, créativité, société inclusive, sécurité civile pour la société, donc et cetera. Donc chacun de ces clusters thématiques va ainsi proposer des programmes de travail biennaux, donc des programmes en fait qui vont lister les appels sur 2 ans et qui vont être donc thématiques en lien avec donc le cluster. Lorsqu'on passe maintenant au pilier 3 qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc il s'agit d'un pilier qui en fait, qui est la continuité un petit peu de ces 3 axes, la suite logique un petit peu de cette chaîne de valeur, de l'innovation, donc de la recherche fondamentale à l'innovation. C'est un pilier qui va être, là pour, venir soutenir donc le financement du volet innovation et l'innovation notamment dite de rupture. Donc, ce troisième pilier se structure en 3 instruments principaux. Je vais m'attarder un tout petit peu sur, voilà, ces 3 instruments pour vous permettre de bien comprendre la complémentarité entre ces 3. Donc, il y a tout d'abord le Conseil européen de l'innovation ou EIC, qui peut être également résumé comme, traduisant une volonté de créer une DARPA européenne, c'est-à-dire une agence, un conseil capable d'apporter des solutions adaptées, flexibles en termes, des financements qui seront proposés à nos porteurs d'idées et à nos startups, notamment dites proposant des innovations dites de rupture. Donc, à côté de cet équivalent de DARPA européenne, vous avez 2 autres instruments que je couvre en tant que PCN, donc l'écosystème européen d'innovation dit EIE et l'Institut européen d'innovation et de technologie dit EIT. Donc, en quelques mots, ces 2 instruments EIE et EIT sont un complément de l'EIC, en ce qu'ils vont travailler à la question du renforcement des écosystèmes d'innovation. L'idée étant, de se dire, si vous voulez, en fait, via l'EIC, on a une solution, possible pour soutenir financièrement, apporter des tickets de financement intéressants à nos entrepreneurs, nos porteurs d'idées. Mais, ce que la Commission européenne défend, c'est de se dire: «C'est super d'avoir cette solution, mais encore faut-il que les entreprises puissent, une fois financées, véritablement s'insérer sur nos territoires, au sein de nos écosystèmes». Et dans une Union européenne à 27 États membres, il y a énormément de fragmentation culturelle, mais aussi réglementaire. Donc c'est vraiment pour, pallier en fait à ce déficit que, l'EIE a été proposé et qu'il est notamment justifié par la Commission européenne comme, étant un instrument, qui va permettre de faire face aux différents défis et challenges politiques, moments de crise même, que l'UE peut traverser. Donc en effet, lorsque l'instrument EIE a été, proposé, parce que c'est une nouveauté qui a été intégrée via le programme Horizon Europe, la Commission européenne a expliqué que, lorsque elle traverse des moments de crise politique et notamment à l'époque, surtout la crise sanitaire de la Covid-19, c'est seulement en fait par le biais de la coopération, de la collaboration entre États membres, entre écosystèmes et entre acteurs qu'une solution peut être apportée rapidement dans ces moments d'urgence. Donc c'est pour répondre en fait à ce grand défi politique que l'EIE, est proposé dans le cadre d'Horizon Europe. Donc en termes de budget, l'EIE, prévoit donc 500 millions d'euros sur l'intégralité de la période 2021 à 2027. Il va se structurer, donc également avec un programme de travail ou work programme dit biennal. Donc actuellement, on est sur le programme de travail 2023-2024 qui va proposer, principalement des appels dits blancs, donc ouverts à toute thématique, santé, climat, énergie, océan et cetera, pour travailler justement à encourager la connexion, l'inclusion et la coopération entre tous les acteurs et tous les territoires de ces écosystèmes.
Donc, petite précision, dans le l'EIE, lorsqu'on parle de tous les acteurs, on parle véritablement de tous les acteurs qui vont composer les EIE, la chaîne de valeur de l'innovation, public, privé, université, start-up, organismes de recherche, incubateurs, ONG, etc. Tous les acteurs sont vraiment éligibles. Quand on parle de tous les territoires, dans l'EIE, il faut y comprendre deux dimensions, à la fois les différences d'échelons, donc du local au régional, au national, à l'européen et même à l'international, mais aussi une idée de rapprocher des territoires dits moins avancés, moins structurés en termes de la consolidation de leur écosystème d'innovation, de territoires et régions dites leaders et fortes dans leur capacité à structurer leur écosystème d'innovation. La volonté de la Commission européenne, c'est là de rapprocher des territoires et de combler du coup une fracture d'innovation entre principalement l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest actuellement. Donc, dans le programme de travail 2023-2024 de l'EIE, on retrouve toute cette idée, tous ces objectifs un petit peu stratégiques, politiques. La Commission européenne rappelle que l'EIE est un instrument pour faire face aux potentiels moments de crise, pour travailler à la collaboration, en mettant un point particulier d'attention sur la crise sanitaire dont nous sortons et le contexte géopolitique européen avec la guerre en Ukraine. Petite nouveauté donc dans ce programme de travail 23-24, c'est que la Commission européenne souligne l'importance de la deep tech et des startups qui vont être vues comme potentielles porteuses de solutions justement à ces moments de défi, à ces challenges rencontrés par la Commission européenne, par l'UE. Plus particulièrement, donc et ça c'est intéressant par rapport au point introductif que j'ai fait, il est souligné que, l'EIE s'intègre, dans le cadre du New European Innovation Agenda et que des appels vont donc contribuer à la mise en œuvre politique et stratégique de cet agenda communautaire. Donc il y a 2 flagships plus particulièrement qui vont être pertinents pour ce programme de travail 2023-2024 de l'EIE. C'est le flagship numéro 2, donc permettre l'innovation grâce à des espaces d'expérimentation et les marchés publics innovants. Et le flagship, donc numéro 3, que je vous ai présenté précédemment, accélérer et renforcer les EIE à travers l'Europe, notamment via la création de vallées régionales de l'innovation. Donc en termes de structuration de ce programme de travail 2023-2024, il y a 2 grandes destinations. Donc, tout d'abord, la destination dit Connect, qui va travailler à construire et interconnecter les écosystèmes d'innovation en s'appuyant sur, et ça c'est très important pour le l'IE, des exemples, des forces existantes déjà performantes aux différents échelons, donc locaux, régionaux, nationaux, tout en encourageant l'inclusion, l'implication de tous les acteurs et de tous les territoires, donc au sens que je vous ai présenté précédemment. Il y a une deuxième destination, enfin, donc Innov SMEs, qui est assez particulière, qui propose un appel unique de type Cofoon, qui est fléché à destination d'un réseau européen qui s'appelle Eureka, afin de mettre en œuvre donc, le programme dit Eurostars, qui soutient la recherche, le développement et l'innovation. Mais c'est un appel à part et qui est opéré en France par BPI. Donc, vous avez devant vous une représentation du programme de travail 2023-2024 de l'EIE et vous avez donc encadré l'appel que je vais vous présenter aujourd'hui et maintenant, qui vise donc à créer des vallées régionales de l'innovation, à les labelliser et les financer. Donc, il s'agit d'un appel de type co-fund avec un taux donc, de cofinancement de 50%. Le budget indicatif total prévu pour cet appel est de 60 millions d'euros avec 6 subventions, 6 projets attendus. En termes des critères d'éligibilité, donc on demande à ce qu'il y ait un minimum de 5 autorités nationales ou régionales issues de 5 États membres ou pays associés à Horizon Europe différents,
dont au moins 2 proviennent de régions qui sont catégorisées comme émergentes et modérées en termes de leur structuration d'écosystèmes d'innovation, et une région dite forte, leader en termes d'innovation. Donc cet appel, comme le dispositif I3 qui sera présenté par Valérie juste après, a ouvert le 17 mai, je le rappelle, et se clôture le 17 octobre de cette année. Le résultat attendu. Donc, l'objectif de cet appel, vous l'aurez compris, c'est donc de créer des vallées régionales de l'innovation, de les labelliser, de leur apporter donc un financement, un cofinancement pour être plus précise, euh, en invitant donc les autorités régionales à s'appuyer sur, travailler sur des domaines stratégiques, des domaines thématiques spécifiques, notamment en lien avec leur stratégie dit S3, donc leur Smart Specialization Strategies. La Commission européenne présente ensuite les grands résultats, les grands attendus des projets. Donc, l'idée, c'est donc de contribuer à créer des écosystèmes d'innovation ouverts, efficaces, inclusifs, interconnectés, donc en impliquant les différents acteurs des écosystèmes, en s'appuyant sur leur diversité, leur complémentarité, sur la base notamment, je le rappelle, des stratégies nationales, régionales et notamment des stratégies dites S3. Un deuxième point qui est mentionné, c'est l'importance de renforcer des synergies, des complémentarités et la coopération entre les écosystèmes européens d'innovation. En nouveau, là, on souligne, je l'ai mis en gras, sur la base donc des stratégies de spécialisation intelligente. Il est mentionné ensuite l'importance d'accroître les capacités d'innovation, y compris dans le domaine de la deep tech, en facilitant notamment, ça c'est important pour l'EIE, le lien avec le secteur privé et autres acteurs issus de la recherche et de l'innovation. Donc, en suivant d'autres éléments qui sont attendus, donc assez logiquement de meilleurs liens entre les régions dites leader ou strong en matière d'innovation et les régions catégorisées comme émergentes et modérées. Donc bon, là, c'est pas surprenant vu le critère d'éligibilité attendu. Davantage de co-investissement dans l'innovation, donc en mobilisant d'autres leviers de financement, puisqu'on se situe dans un appel de type co-food, y compris des fonds publics, nationaux et ou régionaux et ou d'autres fonds privés, et également une participation accrue de tous les acteurs des EIE, des écosystèmes européens d'innovation, à travers les territoires et dans les chaînes de valeur technologiques et industrielles. Donc, en soi, les différents éléments que je vous ai mentionnés ici sont assez généraux et vous l'aurez compris, répondent un petit peu à la philosophie de l'EIE et de cet appel. Un gros point de vigilance que j'ai d'ailleurs mis en rouge, dans le cadre des target groups, des groupes cibles. Donc actuellement, dans la rédaction de l'appel, il est rédigé que ce topic est principalement axé sur les aspects régionaux de l'innovation et s'adresse de fait aux autorités régionales et ou nationales chargées de l'innovation. Et il est mentionné ensuite, et attention, que d'autres entités pertinentes devraient participer au consortium en tant que partenaires associés. Sauf qu'il s'agit ici d'une erreur, je vous le précise. Ça a été précisé par la Commission européenne, notamment dans des guidelines publiés. Toute autre partie prenante, c'est-à-dire acteurs académiques, entreprises, etc., peut participer au consortium en tant que bénéficiaire, dès lors que voilà, il s'intègre au consortium et participe au cofinancement, etc. Donc accepte toutes les règles propres au fonctionnement du consortium. Mais il n'est pas du tout obligatoire, les autres parties prenantes ne sont pas automatiquement considérées comme partenaires associés. Il est possible d'être bénéficiaire. Voilà, je le souligne, je l'ai mis en rouge. Ce webinaire sera enregistré, donc vous aurez accès à ça. Mais voilà, notez-le bien, c'est très important pour la constitution des consortia et des projets. Donc, comme je l'ai mentionné, l'idée, c'est donc de créer des vallées régionales de l'innovation et des consortia qui vont travailler sur un challenge, une thématique. Donc, actuellement, il y a 5 domaines stratégiques proposés dans l'appel EIE.
sur lequel la Commission européenne invite les projets à travailler. Donc, je les ai mentionnés précédemment, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, l'augmentation de la sécurité alimentaire mondiale, la maîtrise de la transformation numérique, l'amélioration des soins en santé et la réalisation de la circularité. L'idée, c'est donc de soutenir des consortia travaillant autour de l'une de ces thématiques et qui vont travailler autour de programmes d'activité à long terme, des plans d'action qui vont du coup mettre en œuvre plusieurs activités conjointes afin de développer et déployer l'innovation et relever les défis européens, nationaux, régionaux, locaux. Donc plus particulièrement, on rentre là dans les actions qui vont être attendues dans les propositions de projet. Donc la durée recommandée du projet de 3 à 5 ans. Donc, tout d'abord, il est demandé à présenter l'engagement respectif des candidats à améliorer la coordination, l'orientation de leur investissement et politique de recherche et d'innovation, en précisant assez logiquement, j'ai envie de dire, qu'avant la soumission de la proposition, eh bien, les participants doivent avoir sélectionné un domaine thématique technologique sur lequel ils souhaitent travailler et être parvenus à un accord sur ce qu'ils veulent réaliser. Deuxièmement, il est demandé à décrire les activités nécessaires, le processus qui sera suivi et les actifs de recherche et d'innovation qui seront mobilisés. Donc là, la Commission européenne apporte quelques précisions en expliquant qu'il y aura euh, un focus qui sera fait sur l'inclusivité, la diversité, en étendant les activités aux territoires qui sont moins avancés dans le déploiement de l'innovation. Donc on renvoie ici aux fameuses régions dites moderate ou emerging. Et également l'implication, ça c'est très important pour le lieu, comme je vous l'ai dit, de tous les acteurs de l'innovation. Donc, le monde académique, instituts de recherche, entreprises, universités, etc. Mais aussi, ça s'est souligné, les acteurs qui sont actuellement moins actifs ou moins représentés. Donc, par exemple, les investisseurs, les fondations, les innovateurs sociaux, les organisations issues de la société civile, start-up et PME dirigées par des femmes, etc. En précisant que chaque région participante est censée mobiliser tous les acteurs concernés de son écosystème d'innovation. Donc, toujours dans ce deuxième point, la Commission européenne souligne l'importance de la participation des acteurs privés. Donc, soit pour la mise en œuvre conjointe des activités proposées, que je vais expliciter après, et ou pour leur éventuel cofinancement. Aussi, la complémentarité et les synergies avec d'autres fonds. Donc, on est dans une logique de co-food, je le rappelle, donc européen, public et ou privé. Et la complémentarité avec des stratégies politiques, programmes, plans liés à l'innovation aux différents échelons nationaux et ou régionaux. Donc, on rappelle ici les stratégies de spécialisation intelligente notamment. Troisièmement, et c'est là un point assez important, on demande à expliquer donc la nécessité et les raisons de la sécurité des plans d'action proposés. Et notamment, le plan proposé devrait inclure, c'est extrêmement important, les dispositions et les modalités pour la sélection compétitive et le financement d'au moins 3 projets d'innovation interrégionaux. Donc, en fait, dans cet appel EIE, c'est très important de le retenir, on est sur une logique de financial support to third parties, donc de cascade funding. Donc, les consortia sélectionnés devront mettre en œuvre au minimum 3 projets d'innovation interrégionaux, c'est-à-dire se charger des appels, de la sélection et du financement aussi de ces projets. Donc, en précisant que ceux-ci devraient être similaires à des projets de type Innovation Action d'Horizon Europe, avec une échelle TRL donc assez avancée 6-8, que chacun de ces projets interrégionaux devrait viser à produire des résultats concrets et tangibles, ou encore, et ça enfin, je le mentionne, c'est vraiment très important, que les propositions doivent allouer au moins 50% du budget total du plan d'action à la création, à la mise en œuvre de ces fameux projets d'innovation interrégionaux. Donc un minimum de 3, je le rappelle.
Donc, toujours dans ce troisième point, en plus de mettre en place ce cascade funding et ces 3 appels innovants interrégionaux, on demande à ce que les propositions incluent un ensemble d'activités collaboratives. Donc là, on est plutôt sur une logique d'appel de type CSA. Par exemple, développer structures et outils de mise en réseau et de coordination, proposer un soutien aux interconnexions entre les pôles d'innovation, les poches d'excellence locales, travailler à la formation, au développement des compétences, des initiatives conjointes en matière de marché public, l'intégration des innovateurs sociaux et de la société civile. Donc, vous voyez, on est là sur des actions qui visent à partager, favoriser l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'expertise, de compétences, etc. En quatrième, il est demandé aux candidats, aux projets, aux consortia, d'expliquer les raisons de la sélection des domaines stratégiques de coopération proposés et la manière dont cette coopération améliorera l'efficacité et la performance des écosystèmes d'innovation européens, en précisant que le programme commun d'activité qui sera soumis doit se concentrer sur un domaine technologique stratégique, donc tel que listé les 5 thèmes précédemment. En cinquième, présenter et expliquer comment le consortium prévoit de mettre en œuvre ces activités conjointes. Puis inclure également en sixième des objectifs clairs en termes de résultats pour les mesures, les activités étayées par des indicateurs vérifiables. Et enfin, en dernier point, assurer l'engagement du consortia à long terme dans les activités de coopération conjointe qui sont mises en place dans le cadre des projets. Je vous ai mis sur cette dernière slide enfin quelques liens utiles pour creuser ces questions après ce webinaire. Donc, de plusieurs FAQ et guidelines. Une tout d'abord sur l'appel à manifestation d'intérêt. Une deuxième sur l'appel EIE CoFund et une troisième donc sur les différences et complémentarités entre l'instrument EIE Horizon Europe et l'instrument I3 issu du FEDER. Donc voilà, suite à ma première présentation, on a une quinzaine de minutes pour répondre aux éventuelles questions s'il y en a. Donc alors je vais parcourir la section, chat pour voir si des questions ont déjà été posées, par ce biais-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc je vois Clara, on ne voit plus ta présentation. Je rattrape. Donc je vois, voilà, merci Zoé d'avoir répondu à la question. Effectivement, par rapport à l'EIE donc, et aux différentes catégories de régions, donc émergentes, modérées, strong leader, dans le Work Programme, il y a tous les documents de référence. Il y a des classements, donc le Regional Innovation Scoreboard qui doit être pris comme référence. Et si celui-ci n'est pas pris en référence, il y a vraiment toute une liste pour des cas spécifiques. Alors, il y a des questions sur Slido. D'accord, merci Fanny. Hop, je reviens sur Slido. Alors, j'arrive. Alors, peut-on envisager une synergie EIE et FEDER sur le cascade funding des AAP interrégionaux? Donc, je pense une synergie dans le cadre du cofinancement. En soi, oui, tout est attendu. Il n'y a pas de, comme vous l'avez vu dans les éléments que je vous ai mentionnés, à ce stade, la Commission européenne ne dit pas exactement où est-ce qu'elle attend les 50% restants. Donc, tout peut être attendu des fonds privés, des fonds FEDER et autres fonds régionaux. Bonjour, sur cette EIE, peut-on candidater sur un thème, par exemple circularité, sur plusieurs cas d'usage industriel? Donc, alors, pour répondre à la question de manière exacte, donc oui, on peut candidater donc, sur un thème. Je rappelle, donc je ne sais pas qui est cette personne, enfin surtout quel organisme elle représente. Donc, un point de vigilance du coup à bien répondre au minima des 5 aux autorités régionales et ou nationales dans le noyau d'éligibilité.
Donc, il faut que les propositions de projet se centrent sur une thématique. Et comme vous l'aurez compris, en fait, l'idée, ça va être ensuite de proposer via le cascade funding des appels à projets, en fait, des appels à projets interrégionaux. Donc là, éventuellement, selon en fait ce que le consortium va envisager autour des thématiques qui seront travaillées, on peut imaginer qu'il y aura effectivement plusieurs cas d'usage industriel, comme vous dites, textile, plastique, etc. Mais en fait, ça va dépendre aussi au consortia de réaliser, enfin de penser en fait ces futurs appels interrégionaux. Alors, bonjour, est-ce qu'il est possible d'envisager d'intégrer ces acteurs des pays du Sud, Afrique, dans les consortia? Alors là, vous faites en effet référence, parce qu'il y a Quid, appel Horizon EIE 2024, Connect 0102. Donc en effet, il y a un appel qui est prévu. Donc je organiserai un webinaire distinct qui vise en fait à renforcer la collaboration entre les écosystèmes de l'Union européenne et de l'Union africaine afin d'établir en fait une plateforme de collaboration pérenne dans le cadre de l'agenda d'innovation UE-UA. Donc il y a effectivement un appel qui est vraiment fléché sur cette thématique. Donc si vous voulez si vous voulez un échange, encore une fois, la personne est anonyme, désolée, mais n'hésitez pas à m'écrire, on pourra faire un point à ce sujet. J'organiserai une session dédiée. Alors, il y a donc déjà 100 régions qui ont manifesté leur intérêt pour l'AMI. C'était l'objectif politique attendu par la CE. Est-ce encore bien ouvert? Donc, c'est une question que j'ai posée lors de cette réunion. En effet, donc cette réunion du 7 juin, il y a le chiffre des 100 candidats. Donc, j'ai questionné en fait la Commission européenne sur combien au total de vallées régionales de l'innovation, s'il y a déjà 100 candidatures, s'il y a l'appel EIE, l'appel I3, potentiellement un futur appel EIE, un appel widening. Je n'ai pas une réponse très claire sur le nombre total qui sera prévu, mais on m'a confirmé, enfin l'AMI est toujours ouvert. Il se clôture le 18 septembre 2023. Donc sur ça, il y a pas de problème. Il va pas être clôturé plus tôt parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Après, il faudra aussi, j'ai pas eu le détail sur ces fameuses candidatures. Peut-être que parmi ces 100 aussi, il y a quelques-unes qui sont inéligibles. Par exemple, qui ne sont pas portés par une région. Donc, pas de panique à ce stade, l'appel est toujours ouvert, l'AMI. Donc, on n'est donc pas sûr d'avoir des stakeholders régionaux qui bénéficient des appels à projets interrégionaux du consortium. Les appels sont concurrentiels. Alors oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de proposer via le cascade funding des appels à projets innovants interrégionaux dans une logique d'appel similaire à Horizon Europe, enfin une logique concurrentielle. Donc les appels ne seront pas fléchés directement pour un acteur. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que vous le comprenez, il s'agit d'une initiative assez stratégique, assez politique. Donc les régions qui sont actuellement en train de se mobiliser autour de ce sujet, il peut être intéressant de se rapprocher en fait d'elles pour voilà, expliquer, enfin pour essayer de faire comprendre la structuration aussi de l'écosystème parce que j'imagine qu'une région qui va participer à un consortium va le faire aussi pour que sa région en bénéficie. Donc, il n'y a pas, en fait, ça va pas être, comment dire, il va pas y avoir un fléchage, enfin, malheureusement, mais c'est aussi la logique de l'appel. Vous n'êtes pas sûr, en fait, que tous les acteurs régionaux vont bénéficier parce qu'on est dans une logique interrégionale. Mais il y a quand même une logique pour la région de participer à cet appel EIE si elle y voit un intérêt pour ces acteurs, donc des acteurs qu'elle a préalablement identifiés. J'espère être claire. Est-ce que les AAP interrégionaux doivent être finalisés pour la candidature à l'EIE ou peut-on penser une phase de préparation pendant le projet? Donc, alors là, je vais reprendre mes slides pour être sûre de bien euh, de bien dire. Donc, ce qui est précisé, alors attendez.
En fait, ce qui était expliqué donc dans le troisième point, c'est que le plan proposé au moment de la soumission doit inclure les dispositions et les modalités pour la sélection compétitive et le financement d'au moins 3 projets d'innovation interrégionaux. Donc, sur la base de cette phrase, on comprend donc qu'il faut qu'au moment de la soumission du projet, il enfin, la rédaction, enfin, la pensée autour de ces 3 projets d'innovation interrégionaux soit quand même suffisamment assez mature. Néanmoins, je vais noter cette question pour la poser à la Commission européenne parce que, bon, on peut peut-être se demander en effet si il peut y avoir une petite marge de manœuvre. Donc je reviendrai vers vous, si vous pouviez mettre du coup vos coordonnées dans le chat de Teams pour que j'ai votre mail, que je réponde à votre question plus en détail. Alors bonjour, une agence régionale d'innovation peut-elle se positionner au nom de sa région dans un consortium? Alors, j'ai très récemment, envoyé, un mail à la Commission européenne pour avoir un petit peu, si possible, une liste un peu exhaustive de ce qui est entendu par autorité régionale. À ce stade, mon ressenti, c'est que c'est plutôt la région qui va être attendue. Mais effectivement, il n'y a pas de définition claire. Donc à ce stade, généralement, quand la Commission européenne procède à ce flou, on va dire, entre guillemets, c'est justement pour permettre à chaque État membre de transposer leur modèle, en fait. Donc également, j'attends la réponse parce que j'ai eu des questions similaires d'autres types d'autorités régionales ou d'autres structurations. Donc également, voilà, j'attends la réponse. J'espérais l'avoir aujourd'hui pour la préciser et je reviendrai vers vous. Si vous pouviez également me mettre vos coordonnées dans le chat de Teams pour que je puisse vous apporter la réponse. Voilà. Clara, si je peux me permettre sur cette question sur le chef de fila. Oui, vas-y. Juste, c'est un élément de comparaison. C'est quelque chose qui vaut pour le 3i, à voir si ça vaut pour le IE, mais dans les appels à projets, il est inscrit que donc, la coordination doit être faite par une région chef de file ou autorité publique ou entité approuvée par l'autorité publique responsable de la S3. Donc, voilà comment c'est le profil du chef de fila, comment il est un peu il est plus affiné dans le 3i. Souvent, il y a des attendus qui sont un peu similaires. Donc, on pourrait l'imaginer, mais on pourra le préciser. Voilà. Ok, c'est intéressant et justement, moi, c'est ce que c'est vrai que c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises et j'attends malheureusement le retour parce que s'il y avait cette précision pour l'appel EIE, effectivement, il y aurait moins de flou autour de la réponse. Alors, je vais regarder dans le Slido s'il y a d'autres questions, mais je pense pas qu'il y en ait. De toute façon, on a un deuxième temps de questions-réponses. Alors, j'en vois une dans le chat Teams. Par point de comparaison, peut-on rédiger la candidature comme un ERANET? Alors là, honnêtement, je ne saurais pas vous dire, n'ayant pas couvert d'appel ERANET. Donc, il faudrait que je regarde la structuration des projets ERANET pour ne pas vous dire de bêtises. Mais je vois que c'est Leïla Ménan, donc j'ai vos coordonnées, on échangera à ce sujet. Donc, ce que je vous propose du coup, c'est, parce que là, on a terminé les moments de questions-réponses, sauf erreur de ma part, hein, n'hésitez pas, mais j'en vois pas de nouvelles dans le Slido. J'en vois pas également sur Teams. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de passer à la pause café. Donc, on est un petit peu en avance en plus sur le timing. Bonjour, je suis intéressée. OK, donc ça, c'est une remarque, je prendrai les coordonnées. Donc je vous propose de passer à une petite pause café. En plus, grand luxe, du coup, on a un peu plus de temps vu qu'on est en avance. On peut reprendre d'ici 11h10. Donc c'est Valérie Pouget, donc de l'ANCT, qui prendra le relais et qui présentera l'instrument I3 issu du FEDER.
Donc juste une précision pour Valérie, pour sa session de questions-réponses, enfin pour le public qui veut lui poser des questions, posez-les dans Teams parce qu'elle n'a pas accès au compte Slido. Bon, si jamais il y a des erreurs, je les lirai pour toi, hein, Valérie, mais posez-les, dans, le chat de Teams si vous avez des questions, voilà. Donc si c'est tout bon pour vous, Valérie, je te propose une petite pause, on reprend à 11h10 et voilà, du coup, je vous dis, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous. Je m'appelle Valérie Pouget et je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est autorité de coordination de la politique de cohésion en France. Donc, on va dire que ma mission principale, c'est aider les autorités de gestion régionales à consommer du FEDER en temps et en heure selon les règles de l'art. Voilà un petit peu pour synthétiser tout ça. Je m'occupe de la thématique du développement économique, principalement en fait de ce qui va être instrument financier. Et donc, dans ce champ d'activité, il y a l'innovation, le soutien FEDER à l'innovation. Et donc, ces derniers mois, il y a une nouveauté qui est rentrée dans ce champ d'action FEDER de l'innovation, c'est les investissements interrégionaux en matière d'innovation. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un premier niveau de connaissance. Il y a ce diaporama qui donc, vous est présenté et qui sera disponible à l'issue de ce webinaire. Mais sachez aussi qu'on a fait une note à la NCT où on explique ce que c'est ce fameux 3I. Et on a vocation en fait à se servir de ce document comme foire aux questions. Donc, toutes les questions que vous allez nous poser aujourd'hui, et toutes celles qui interviendront pendant la période de programmation, on les mettra dans ce document unique qui sera disponible sur le site L'Europe s'engage en France et auprès des régions françaises via le groupe de travail RDI qu'on vise à ressusciter à la NCT dans ces prochains mois. Je me permets de dérouler la présentation. Est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous avez une nouvelle page qui s'affiche à votre écran? C'est bon, je vois. Donc, très simplement, Clara a resitué tout le contexte. On est dans un contexte de New European Agenda où on a un objectif de placer l'Europe au premier rang des puissances d'innovation. Clara vous a parlé de ces Regional Innovation Valley, où l'idée, c'est d'avoir des espaces d'innovation. Et bien là, avec le 3I, l'idée, c'est plutôt d'avoir un dispositif pour du soutien aux projets. Et à quel type de projet? Donc là, on est dans un objectif de convergence. On va essayer d'aller favoriser les porteurs de projets, les partenaires qui sont dans les régions les moins développées pour les entraîner dans cette dynamique de l'innovation interrégionale. Donc, l'idée avec les 3I, c'est d'avoir des partenariats interrégionaux avec à minima des partenaires dans une région moins développée, mais aussi des partenaires dans des régions en transition ou des régions plus développées. Et voilà, de les faire travailler ensemble. Elles ont l'habitude de travailler et de financer les projets qu'elles pourraient porter collectivement, les projets d'innovation, en vue d'une mise sur le marché de ces innovations-là. Voilà. Donc, à l'écran, vous voyez très simplement, c'est peut-être mieux dit que cette explication plus spontanée. C'est un investissement interrégional, le 3I, c'est une combinaison d'actifs, temps, argent et force pour générer du revenu, de la valeur future. Donc, on va être proche du marché, on va viser à financer des projets qui ont un niveau TRL supérieur à 5, on va commencer à 6. Voilà, pour développer l'innovation et valoriser les résultats de recherche dans une chaîne de valeur. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de la coopération, donc plusieurs acteurs autour de la table pour des connexions durables qui relient les écosystèmes régionaux, toujours liés à notre spécialisation intelligente, la S3. Et on est dans un objectif d'adoption par le marché des résultats. Voilà. La cible, c'est le soutien à la commercialisation, l'intensification des projets d'innovation interrégionale avec un potentiel de développement des chaînes de valeur européennes.
Voilà un petit peu pour le contexte de ce que sont ces investissements interrégionaux innovants. Donc, vous l'avez compris, c'est du FEDER, mais ce n'est pas du FEDER classique, comme si je puis dire, comme on a l'habitude de le voir, géré par les régions françaises ou les autorités de gestion régionales. Là, c'est du FEDER qui est en gestion centralisée par la Commission européenne par le biais de l'EISMEA. Donc, c'est un petit peu nouveau, cette façon de gérer le FEDER et qu'il soit distribué vers les projets. Cet instrument 3i, il se décline en, on va dire, 4 volets principalement. Le volet 1, donc ces volets vont être déclinés par appel à projet. Hein. Le volet 1 et l'objectif de ce volet, c'est de donner un appui financier aux investissements dans des projets d'innovation interrégionaux dans des domaines communs de spécialisation intelligente. Bref, voilà, on est plusieurs régions, on travaille sur l'hydrogène dans un domaine très particulier, voilà, pour le naval, par exemple. Il y a une région en Roumanie, il y en a une en Italie, il y en a une en France. Voilà, il y a un partenariat de recherche qui est fort depuis plusieurs années. Ben, pourquoi pas candidater à ce type d'appel à projet. Voilà, donc un appui financier sur le volet 1 pour des projets d'innovation interrégionaux dans les régions de l'espace européen. Le volet 2A et 2B, c'est aussi un appui financier avec là un renforcement des capacités en vue d'un développement des chaînes de valeur dans les régions moins développées. Donc là, on a un focus un petit peu plus sur un lien plus fort avec les régions moins développées, avec un atterrissage du projet plutôt dans ces territoires-là, où on va dire plutôt une forte implication des acteurs dans les régions moins développées. Et le volet 3, on est plutôt sur de la capitalisation des résultats. Je vais peut-être un petit peu moins vous en parler aujourd'hui. On va se focaliser sur le volet 1 et le 2A parce que c'est des appels à projets qui sont en cours, qui ont été lancés comme pour l'EIE le 17 mai et qui a vocation en fait à se clôturer le 17 octobre. Pour vous parler un petit peu en termes financiers et vous parler de budget, les 3i, c'est une enveloppe au niveau de l'espace européen sur la période 21-27 de 570 millions d'euros. On a d'ores et déjà les grandes tendances financières qui sont dans le tableur à l'écran. Pour les 3 années à venir, avec voilà, annuellement un budget qui oscille entre 75 millions d'euros à 80 millions d'euros en 2024. Voilà un petit peu le volume financier de ces actions-là. Donc, vous l'avez compris, cette enveloppe, elle est gérée par le ISMEA. Pour ce faire, elle est assistée d'un groupe d'experts auquel l'ANCT appartient. Hein. Voilà, il y a un groupe d'experts qui finalement où sont représentés les États, les autorités de gestion, mais aussi d'autres collectivités. Hein. Ça peut être des villes. Et des représentants de l'écosystème de la recherche. Et eux, leur rôle, c'est de définir le plan de travail et un petit peu d'élaborer ou de donner un avis plutôt sur l'élaboration des appels à projets. Donc, de toute façon, ce dispositif, il est nouveau, c'est du work in progress. Donc, aujourd'hui, on a des appels à projets qui sont faits d'une telle façon et aujourd'hui, on a besoin d'avoir vos retours pour améliorer et avoir des appels à projets plus ouverts et qui couvrent un petit peu plus les besoins de financement qui existeraient dans l'écosystème de l'innovation. Donc voilà, le rôle du groupe d'experts, c'est d'orienter un petit peu la rédaction de ces appels à propositions. Ce groupe d'experts, il ne choisira pas les lauréats. Voilà. Très rapidement, en synergie avec les autres fonds, on a parlé sur les EIE, les synergies qui existaient. Et pour vous dire 2 mots sur la couverture territoriale, les 3i couvrent la totalité des territoires de l'Union. Tout à l'heure, il y a eu une question sur les autres États, les autres partenaires dans d'autres territoires non européens.
Vous verrez, hein, dans les appels à projets, il est dit qu'éventuellement, il peut y avoir des participants d'États qui ont des partenariats d'associations avec l'Union européenne. Ces pays tiers peuvent participer à cet instrument-là. Voilà. Très simplement, pour visuellement vous présenter un petit peu comment fonctionnent ces 3 volets. On va faire un focus sur le volet 1 et le volet 2A. Je vais vous présenter d'abord les différences entre ces 2 volets parce que finalement, l'objectif, il est le même. Les seules différences, on va avoir le même calendrier, la même philosophie. La seule différence, ça va être un petit peu sur le consortium attendu. Le profil du consortium. On va parler un petit peu de ce qui différencie ces 2 projets et après, on va parler de ce qui les réunit parce que il y a beaucoup de choses qui sont communes. Pour vous parler donc de l'appel à projet 1, le Strand 1, cet appel à projet qui a été lancé le 17 mai, qui se clôture le 17 octobre. Dans le diaporama, vous aurez le lien vers les documents explicatifs, mais aussi vers les dossiers de candidature qui sont bien renseignés, bien détaillés en fait sur les profils attendus et la philosophie de cet appel à projet numéro 1. Mais bref, pour vous donner quelques éléments rapides, que cible cet appel à projet numéro 1 ? Il cible des projets en fait parvenus à maturité qui portent des solutions innovantes en lien avec les domaines de l'AS3. L'idée, comme on l'a dit dans les propos introductifs, c'est de contribuer aux chaînes de valeur de l'Union européenne et accélérer le développement de nouvelles chaînes de valeur. Donc, c'est finalement l'atterrissage d'une innovation vers un produit, quelque part. En effet, on est sur des niveaux minimum de recherche, de TRL, à 6. Donc, ça va être vraiment quand on est sur du démonstrateur, du prototypage, etc. Voilà le type de projet ciblé. On est sur des projets collaboratifs d'une durée de 18 à 36 mois. Et le lien avec la S3, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Toujours sur ce volet 1, quel est le profil du consortium candidat ? Donc, on attend au moins 2 partenaires implantés dans une région moins développée. Voilà. Au moins 5 entités au total établies dans 5 régions différentes et à minima 3 pays éligibles différents et appartenant à des écosystèmes régionaux différents. L'objectif aussi, c'est d'avoir une région chef de file. Donc, quand on dit région, c'est plutôt donc une autorité publique. La question a été posée tout à l'heure, est-ce que ça peut être des agences de développement ? Vu ce qui est écrit dans l'appel à projet, on a le sentiment que oui, parce que ça peut être une autorité publique, une précision qui est apportée, ou une entité approuvée par l'autorité publique responsable de l'AS3. Voilà un petit peu sur ce profil du chef de file. Toujours sur le consortium, il était prévu en fait dans l'appel à projet qu'il y ait des lettres de support. A priori, c'était prévu dès le début pour chaque membre du consortium. Et là, la commission a amené de la simplicité et un petit peu plus de souplesse là-dessus. L'idée, c'est que cette lettre de support, il y a un modèle dans l'appel à projet, elle est obligatoire pour le coordinateur, mais elle est optionnelle pour les autres membres du consortium. Elle était des fois un petit peu difficile à obtenir. Donc voilà, la commission a introduit des souplesses à ce niveau-là. Le consortium a la possibilité d'inclure dans son partenariat donc des soutiens à des tiers qui pourront être financés sous la forme de financement en cascade par voie subventionnelle. On va y revenir un petit peu après quand on va parler des aspects financiers de ces appels à projets, avec le taux d'intervention, etc. Donc ça, c'était l'appel à projet 1, le Strand 1. Pour vous parler de l'appel à projet 2A, je voulais vous présenter les éléments notables qui sont différents avec le volet 1. On est plus axé sur des régions moins développées parce que là, on va chercher à avoir
au moins une région plus développée dans le consortium, mais on va chercher ce lien d'implication très forte des régions moins développées et se concentrer sur leurs besoins. Là, finalement, ça retranscrit l'objectif de convergence de la Commission européenne et d'entraîner dans cette dynamique les régions moins développées. Là, toujours sur le consortium, on attend 3 entités juridiques indépendantes établies dans 3 régions différentes. C'est un petit peu plus souple, hein. Avant c'était 5 sur l'appel à projet 1. Dans au moins 2 pays éligibles. Voilà, sur les enveloppes financières, on est un petit peu près pareil, hein. Sur l'appel à projet 1, il y a une enveloppe de 31 millions d'euros. Et sur l'appel à projet 2A, pareil, on est sur une enveloppe financière totale de 31 millions d'euros. Sur ces 2 volets, sur les aspects financiers, ça se rejoint. On est sur un ticket d'intervention par projet de 2 à 10 millions d'euros. La commission a un petit peu revu la voilure. Au début, c'était 4 à 10 millions. Voilà, mais il y avait des projets de qualité sur des tickets un peu inférieurs. Donc, on est sur du 2 à 10 millions d'euros avec un taux d'intervention à 70% sur le projet. Attention, il y a une exception, hein, sur le financement à cascade. On peut arriver à 70%. Voilà, on voulait vous le… Pardon, financement à cascade 100%. On voulait vous le faire figurer ici. Au moins 70% des coûts éligibles doivent être alloués à des investissements, hein, ce qui fait que par essence, 30% sont sur des coûts, peuvent être sur des coûts de structure. La cible, c'est financer les PME, hein, on est sur du niveau TRL6, l'atterrissage marché. Donc, ce que veut la Commission, c'est vraiment aussi impliquer les PME dans ces projets-là. Je vous l'ai dit, les financements en cascade, possibilité de soutien à 100%. Et pour ce faire, ça peut paraître un peu complexe, toutes ces données financières. La Commission met à disposition dans les appels à projets un tableur budgétaire qui est proposé. Vous aurez le lien sur le diaporama. Voilà, ça peut simplifier les choses et ça peut comprendre de mieux appréhender quelle est l'attente de la Commission sur ces aspects budgétaires. Et ça peut faciliter, on pense, la candidature de certains acteurs. L'attente est clairement établie. Voilà, sur le financement en cascade, je ne reviens pas. Le montant maximum par tiers ne peut pas dépasser les 60 000 euros. Sur des aspects calendaires, oui, je ne vous ai pas parlé de thématiques, hein. On est sur des aspects en fait, où il y a un effet de transition numérique, transition verte, de tout ce qui est smart industry. Les appels à projets reprennent vraiment les attentes thématiques. Il y a au moins 2-3 pages sur le sujet qui précisent les attentes à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, sur les aspects calendaires, l'ouverture, elle a été le 17 mai, la clôture le 17 octobre, donc concomitant à ce que Clara vous a présenté. L'examen des candidatures se fait entre octobre 2023 et février 2024. Donc, c'est par l'ISMEA que c'est réalisé. L'information aux lauréats est réalisée en mars 2024, sera réalisée en mars 2024, avec un objectif de signature des accords de financement avec la contractualisation de la subvention à horizon juin 2024 pour un démarrage des projets sur le 2e semestre 2024. Le ISMEA a mis à disposition des candidats une adresse générique pour toute question. De toute façon, vous avez un certain nombre de toutes les informations pour vous aider à répondre à ça. Ça va être le règlement FEDER, hein, parce qu'en fait, c'est des fonds FEDER, donc on est sous l'emprise de la réglementation FEDER sur le type de coût éligible, par exemple. Donc, on a ce filtre réglementaire. On va avoir toute la réglementation autour des 3I et on aura aussi la foire aux questions qu'on va constituer, qui sera là pour vous aider et vous donner des précisions si besoin est. Nous, on a vocation à la NCT à être votre relais d'information. Et si vous avez des questions, vous pourrez nous les adresser et voilà, on les posera à la commission et voilà, on les diffusera à tout ce réseau de potentiels candidats aux 3I. Mais oui. Oui, ça va bien se passer. Merci Valérie. Merci pour ta présentation. Je n'ai pas tout à fait terminé, je m'étais arrêtée parce qu'il y avait un micro. Je me dis d'accord, bon. Voilà. Pardon, j'ai coupé le micro. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
L'analyse des dossiers, elle se fait en 2 étapes. Vous avez de l'information qui est contenue dans les appels à projets sur les critères de notation. Mais sachez grosso modo qu'il y a 3 critères, 60% la pertinence, 20% l'impact et 20% la mise en œuvre. Je voulais vous donner, avec les 2 pages de diaporama suivantes, un petit peu d'informations sur les types de projets qui ont déjà été retenus. Il y a eu un premier appel à projet c'est l'année dernière. Les lauréats ont été sélectionnés plutôt cet hiver. Et je voulais donner un peu d'informations sur le profil des candidats retenus. Vous avez des liens hypertextes sur les projets retenus. Donc, sur le volet 1, vous voyez les projets sont sur des thématiques diverses, toujours en lien avec la S3. On a un premier projet i5 où il y a des partenaires français où l'objectif c'est de renforcer tout ce qui va être transition verte et numérique dans l'industrie agroalimentaire. On a aussi un projet d'alimentation animale porté par les pays de la Baltique. C'est vraiment très divers et varié. Hein. Vous verrez toujours des thématiques d'innovation, mais voilà, des thématiques très diverses. Des projets relatifs à l'économie circulaire sur l'industrie composite. On a aussi des projets en lien avec la santé, Digit, PRE, où là aussi on a des partenaires français qui sont autour de la table. Des projets aussi liés à l'hydrogène. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question en fait de l'atterrissage sur des thématiques diverses. Là, en fait, on est avec l'hydrogène, on le voit, on est sur une thématique transversale qui peut avoir des transpositions dans divers secteurs d'activité. Donc, c'est en ça aussi que ce projet peut être intéressant. Et il y a un fort volume financier, voilà, une forte subvention de 14 millions d'euros. On a aussi un projet sur les textiles verts et de l'optimisation de la production sur l'impression 3D. Là aussi, on est multithématique, transversale, parce que l'atterrissage en fait de l'innovation, elle peut être dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, voilà, dans des choses très diverses et variées. Donc, il y a du transversal et il y a du sectoriel. Et sur le volet 2A, hydrogène vert dans les transports, vous le voyez, approvisionnement en matières premières vertes dans le cadre de la transition énergétique. Smart Vitinet, ça c'est un projet qui nous a été présenté plus en détail par les porteurs de projet, par les lauréats. Donc, on est sur une viticulture intelligente et durable assistée par drone, mais aussi leur idée, c'est un consortium chyprio, grec, portugais, espagnol. Et l'idée aussi, c'est d'adapter en fait la culture de la vigne face à l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. Voilà, stress hydrique, etc. Où il y a un chef de fila grec sur le sujet. Voilà, le dernier projet, c'est sur la santé, chaîne de valeur au niveau de la santé au niveau régional. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'on n'a pas eu plus de détails. Voilà un petit peu pour vous passer en revue les projets qui ont pu être sélectionnés ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est travail en cours, c'est un dispositif qui est nouveau. On comprend quand les lauréats sont intervenus que voilà, on a un financement 3i à hauteur de 70%, mais ils ont eu des difficultés à mobiliser les 30% restants. L'objectif, c'est peut-être que des fonds FEDER régionaux ou des crédits régionaux soient mobilisés, mais c'est vrai qu'on est dans un calendrier hyper contraint où les appels à projets 3i sont sortis récemment. C'était un petit peu un ovni, ce dispositif-là. On ne savait pas quelle était l'attendu, la philosophie, les règles. L'idée aujourd'hui aussi, à travers cette présentation, c'est de vous donner un niveau d'information sur les 3i pour éventuellement que les autorités de gestion puissent avoir un cadre pour construire les futurs appels à projets quand elles voudront mobiliser des fonds FEDER ou des crédits régionaux en cofinancement, les 30% restants. Donc voilà, c'est un axe de travail collectif qu'on pourra avoir et sur lequel on pourra travailler dans le groupe de travail RDI de
la NCT. Voilà, donc on a une marge d'amélioration sur tout le travail synergie avec les fonds fédères en gestion par les autorités de gestion. Je ne vais pas revenir sur la synergie avec les Regional Innovation Valley parce que Clara en a parlé notamment sur la page 23 de son diaporama et on en a parlé dans les questions. Mais voilà, vous avez compris qu'il y avait l'idée, quand on candidate au Regional Innovation Valley, d'avoir en tête 3 projets, 3 I sur la période. Voilà, j'espère que c'était clair cette présentation. Le diaporama sera disponible et je ne sais pas si mon écran s'affiche. Est-ce que tu peux me le confirmer, Clara? Je voulais partager un document Word. Alors là, j'ai la slide 3I, les appels à projets, synergie. Alors, je me permets de partager le bac. Est-ce que tu peux me confirmer que tu as bien un document Word à l'écran? Oui, tout à fait. Voilà. C'est la note. Oui, c'est la petite note. On vous a remis un petit peu le contexte de cette note, toutes les sources juridiques, et on reprend un petit peu comment ça fonctionne les 3I, qu'est-ce que c'est, l'attente des appels à projets, les modalités de financement. Et donc, on l'enrichira sur 21-27, sur les années à venir, avec votre fort aux questions. Document unique diffusé sur le groupe de travail RDI Mon ANCT et sur l'Europe s'engage en France. Merci à tous pour votre attention. Merci Valérie. Alors, tu as une première question. Alors, bonjour, y a-t-il possibilité de se positionner sur plusieurs positions en tant que partenaire et coordinateur? Donc, c'est par rapport à Anouchka Leroux. Vous posez cette question par rapport à l'I3 seulement? Ou le IE également? Ou j'ai l'impression l'I3 vu que ça suit ta question, Valérie. J'ai rien vu en fait dans les appels à projets ou dans quelconque littérature que finalement on pouvait limiter la volonté des partenaires, on va dire. Et si vous souhaitez poser plusieurs candidatures ou être chef de file de plusieurs candidatures, a priori rien ne s'y oppose. Je pense qu'il y a Ingrid qui lève la main. C'est notre PCN juridique et financier. Il y a juste une question de vigilance par rapport à la question du double financement, je suppose. Ingrid, ah, tu es mutée, Ingrid. Ingrid, tu es mutée. Je pensais que ça suffirait d'activer le micro sur le PC, mais non. Donc, de façon générale, il n'y a pas d'interdiction à postuler à plusieurs appels, au même appel, dans plusieurs propositions, imposées par les règles européennes ou par les autorités d'octroi, sauf si elles le mettent dans les conditions de l'appel. Donc, en l'occurrence, il faut faire attention aux textes et aux documents qui sont fournis par l'autorité d'octroi en support de l'appel qui vous intéresse. 2 points de vigilance. 1, si vous êtes engagé en phase de montage dans un accord de confidentialité, une lettre d'engagement, une lettre d'intention, à ne pas être dans une proposition concurrente, bah, vous pouvez pas. Voilà. Et 2e point de vigilance, si jamais vous postulez au même appel ou à plusieurs appels, donc vous êtes dans plusieurs propositions et qu'elles sont toutes sélectionnées, bah, il faut assumer derrière au niveau des dépenses, au niveau des staffs, etc. Donc, il n'y a pas d'interdiction juridique, il y a juste bah, vos contraintes personnelles, contractuelles ou opérationnelles qui vont rentrer en ligne de compte. Merci beaucoup, Ingrid. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Valérie sur l'I3 ou même pour moi aussi? Alors, je vérifie qu'il n'y en a pas qui ont été posées dans le... Non, il n'y a rien dans le Slido, donc c'est bon. Alors, on entend par région les territoires classés selon la NUTS. Cela peut inclure les territoires classés sous le NUTS 1 ou peut-on même considérer ceux du NUTS 2? Donc ça, je crois que c'est la classification pour l'I3 pour les régions. Valérie, si tu as... Je regarde également dans les... Dans les appels à projets,
c'est NUTS 1, NUTS 2. C'est ce niveau-là. Je vous mets la référence verbale exacte, comment c'est verbalisé. Tac. Super. Donc, vous pouvez, pour répondre clairement à votre question, pardon, peut-on considérer ceux du NUTS 2? Oui. Ok, bah, merci beaucoup. Réponse très claire. Y a-t-il d'autres questions? Si vous préférez aussi les poser à l'oral, vous pouvez lever la main. Enfin, j'ai pas l'impression. Je vérifie. Ingrid a partagé un lien dans le chat. Ouais, justement, qui explique les différents niveaux NUTS. Je me permets de poser une question à l'Assemblée. Donc, pour vous faire un retour d'expérience sur les appels à projets, l'appel à projet passé, donc le 1 et le 2A, il y en a déjà eu donc l'année dernière. Les régions françaises, la France est bien positionnée, c'est-à-dire que la France finalement fait partie des États membres qui vont recevoir des fonds de ce dispositif. En tête, les régions Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Nous, à la NCT, on est membre de ce groupe expert qui est sur la rédaction. Est-ce que vous voyez des axes d'amélioration? Est-ce que dans la rédaction des appels à projets aujourd'hui, il y a des choses qui vous semblent des freins pour candidater? Il y a des facilités qui pourraient être introduites. Donc là, dernièrement, 2 facilités introduites par la Commission, le financement à 100% sur les financements en cascade et la flexibilité pour les lettres d'engagement. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez des axes d'amélioration? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne les avez pas en tête, mais sinon, n'hésitez pas à nous faire part ou à nous partager tous vos retours d'expérience là-dessus. Ça pourrait être utile pour la suite. Merci Valérie. Effectivement, n'hésitez pas à revenir vers elle pour toute question, enfin, toute remarque, frein sur l'instrument I3. Je sais que certaines régions m'ont approché pour le IE. C'est vrai que c'est très utile pour nous. Ça nous permet aussi d'essayer peut-être de mieux influer sur les prochains dispositifs pour qu'ils soient plus adaptés à la communauté française. Alors, il y a une question. Auriez-vous une recommandation pour une région qui hésiterait à aller vers l'un de ces dispositifs? Quel choix entre l'EIE et l'I3? Alors, pour un premier élément de réponse, un point vraiment essentiel à avoir en tête et une différence vraiment criante entre l'EIE et l'I3, c'est que dans l'EIE, vous avez l'obligation de créer ce cascade funding, de créer un minimum de 3 projets innovants interrégionaux. Et les critères d'éligibilité, du coup, on l'a vu avec Valérie, sont différents. Donc ça, c'est un point qui est notamment souligné dans des guidelines publiés par la Commission européenne. Voilà, c'est cette obligation. Si vous engagez dans l'EIE, vous avez en tête de mettre en place du cascade funding et des projets d'innovation interrégionaux, chose qui n'est pas obligatoire dans les appels I3. Voilà, c'est l'élément phare que je peux mentionner. Et du coup, ça va répondre de votre côté à votre positionnement stratégique au niveau d'engagement, aux actions que vous souhaiteriez mettre en fait en place avec le consortium au sein duquel vous vous engagez. Valérie, je ne sais pas si tu as des éléments complémentaires. Moi, c'est surtout ça la différence voilà, criante, c'est EIE, obligation de cascade funding, et I3, il n'y a pas cette obligation en soi. Alors, toujours pour l'I3, savez-vous si des pôles de compétitivité, la question est montée, clusters ont été représentés dans les projets précédemment sélectionnés? J'ai l'impression, en fait, quand j'ai tapé les projets que je vous ai présentés tout à l'heure, là, pardonnez-moi, les lauréats, j'ai tout de suite trouvé une source d'information sur des sites internet de pôles de compétitivité régionaux. Je pense à Eurasanté et à Lille pour je ne sais plus quel
projet et oui, j'ai trouvé de l'information assez facilement. Il y avait Eurasanté et je crois que i5 aussi, il y a des partenaires français et j'ai vu qu'il y avait des pôles de compétitivité. Il y a la carte à chaque fois. Donc, on n'a pas l'information en direct. Oui, en effet, il y a quoi? Il y a Agri Sud-Ouest Innovation dans le projet. Oui, Agri Sud-Ouest. En effet. Et bref, j'ai pas l'info en direct, mais en tapant par mots-clés, j'ai vu les pôles de compétitivité et cluster dans la démarche. Donc, ils sont bien éligibles, ils peuvent participer dans les appels I3. Et les agences de dev aussi, elles sont assez présentes dans ce que je vois de la carte. Voilà. Notamment, j'ai vu qu'il y avait Bretagne Développement aussi sur le i5, là, sur transition verte dans l'agroalimentaire. Alors, question suivante. Le degré de développement des régions peut varier en fonction des indicateurs utilisés et de la méthodologie appliquée. Quels indicateurs pertinents doit-on considérer pour mesurer le degré de développement des régions à impliquer? Alors, est-ce que vous faites référence au niveau de l'EIE, du coup, aux catégorisations régions modestes, émergentes, etc. Si c'est à ça que vous faites, enfin, ce à quoi vous faites référence, il y a des classements, en fait, il y a des références européennes. Donc, pour l'EIE, c'est le Regional Innovation Scoreboard. Donc, vous cliquez, il y a le lien qui a été mis dans le chat juste au-dessus, je vous le remettrai. Mais voilà, en gros, c'est un classement par région et vous avez, du coup, vous cliquez dessus, vous pouvez voir à quelle catégorie appartient votre région. Donc, ça, c'est pour l'EIE. Et du coup, j'ai l'impression, donc, par rapport à ce que Valérie a présenté, pour l'I3, c'est les classements, du coup, NUTS, qui ont été d'ailleurs partagés dans le chat également, le lien. Voilà, quand j'ai parlé en effet de régions moins développées, de régions en transition et de régions plus développées, je fais référence à la nomenclature peut-être propre à la politique de cohésion qui vise à classer en fait chaque territoire régional selon son niveau de développement qui est le rassemblement de plusieurs agrégats. Donc voilà, ce degré de développement, c'est celui-ci, celui de la politique de cohésion, où par exemple, en fait, en France, les régions riches, c'est nos collègues d'Île-de-France et de Rhône-Alpes. Le reste de la carte est en transition et les régions ultra-périphériques sont du coup considérées comme régions moins développées. Pour faire voilà, le panorama français de qui est où. Île-de-France-Rhône-Alpes, France métropolitaine en transition et région ultra-périphérique en développement. Merci Valérie. Et voilà, je vous ai partagé dans le chat le Regional Innovation Scoreboard pour l'EIE. Bonjour, y a-t-il une limitation du nombre de projets déposés sur l'EIE et l'I3 au niveau français? Donc, qu'est-ce que vous entendez par une limitation du nombre de projets déposés? Au niveau de l'EIE, en tout cas, on attend 6 consortiums, 6 projets lauréats au total. Après, il n'y a pas de limitation en termes de dépôt. La Commission européenne ne va pas fermer dès lors qu'un certain seuil est franchi. C'est les 6 meilleures propositions qui seront retenues. Si c'est ce que vous sous-entendez par cette question. Oui, bonjour. Et sur Bonjour. l'I3, est-ce que Non, c'est limité? Vous avez non. Okay. A priori, pas de limitation. Hein. De toute façon, en fait, on est sur, comment dirais-je, on cherche à effacer l'appartenance nationale avec les I3 où on est sur des partenariats interrégionaux où on va avoir des consortiums avec différents partenaires de différents États membres et donc pas de limitation sur des candidatures nationales ou un nombre de partenariats au niveau national. Seuls les meilleurs seront élus, on va dire. Donc c'est uniquement ça qui fera la différence. Du coup,
Effectivement, donc I3 ou EIE, il n'y a pas de limitation dans le nombre de projets. On ne va pas fermer dès lors qu'un certain seuil est atteint. Et tu as une question, Valérie, est-ce que tu as des données sur le nombre de projets sélectionnés? Si je comprends bien votre question, Anne-Sophie, euh, combien de projets sont attendus? Alors, Et si en c'est fait, concurrentiel également. Mais oui. ouais, c'est assez concurrentiel. Pour tout vous dire, le premier appel à projet, normalement, ils avaient visé un nombre très, très limité de projets. Je ne sais plus comment c'était, mais c'était genre peut-être 8, quelque chose comme ça. Et on se rend compte que finalement, il y a eu des projets de qualité et qu'ils en ont sélectionné plus que prévu. Mais bref, là, vous l'avez vu sur ce que je vous ai présenté, il y en a 1, 2, 3. Il y en avait 7. Donc voilà, ça restera une petite dizaine par appel à projet. Il n'y a pas un nombre fixe parce que je pense que c'est vraiment la qualité et le volume financier à chaque fois des projets qui peut faire la différence. Bref, pour répondre clairement à votre question, à peu près une petite dizaine d'élus. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Je vérifie à nouveau dans le Slido, mais je ne pense pas, mais sait-on jamais. Non, c'est bon. Alors, une question I3. Bonjour, concernant l'appel I3 pour la coordination, pouvez-vous revenir sur le type d'entité, entité approuvée par l'autorité publique responsable de la S3? Est-ce qu'il s'agit du type d'organisation ou bien cela se traduit par la LOS? Alors, je vais peut-être prendre le texte pour vous répondre exactement, mais en fait, ce que j'ai lu, c'est coordination par une région chef de file, autorité publique ou entité approuvée par l'autorité publique, responsable de la S3 dans une chaîne de valeur. J'imagine bien en effet qu'il faut qu'il y ait un document qui atteste que si c'est l'agence de dev, la région donne pouvoir à son agence de dev qui est responsable de la mise en œuvre de la S3, ce rôle et ce mandat pour faire le chef de fila. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question. Prenons ce type d'entité approuvée. Ouais, il y a deux choses qui se croisent. Il y a le type d'organisation, où il faut que ce soit en effet une entité publique ou je vois que l'expert juridique va intervenir et faire ça avec Alors, des une mots approbation par une autorité publique, en général, ça prend la forme d'un acte administratif ou d'un contrat administratif. Ça veut dire que c'est soit un délégataire de l'autorité publique, je sais pas, il a un contrat de concession, un marché, bref, ou il a été par décision de l'organe délibérant. Alors, si vous êtes sur une ville, ce sera le conseil municipal, etc. Il a été désigné comme étant compétent pour ce type de choses. Voilà. Il y a toujours forcément une traçabilité derrière. Donc, pour les agences de développement. Si je peux compléter ma question, en fait, c'est pour comprendre si c'est en lien avec l'entité est déjà désignée comme responsable ou bien dans le cadre de la réponse pour l'I3, l'autorité responsable de la S3 désigne, ou est d'accord avec le fait qu'une organisation puisse prendre le lead. C'était juste pour mieux comprendre. Merci. J'imaginerais que les deux sont possibles. Le premier cas, c'est la voie royale, c'est quand on confie en fait la S3 à son agence de développement, ce qui est le cas dans plusieurs régions françaises. Donc là, en effet, vous allez avoir le document pris dans l'hémicycle par le conseil régional en plénière qui lui confie ce mandat-là. Et après, en fait, moi, de ce que je comprends de la rédaction, c'est qu'il y a écrit autorité publique tout court. Donc, du coup, les agences de développement, avec leur statut finalement associatif, mais
totalement en fait dépendants de la région, qui leur donnent leur feuille de route, qui leur donnent leur financement. Les agences de dev sont des satellites de la région et elles ont un mandat tout court. Donc, si elles n'ont pas la responsabilité de la S3, mais qu'on veut leur confier ce chef de file de façon ponctuelle, je pense que c'est aussi possible. Ça semble à la lecture possible. Oui, après, il faut vérifier les textes, mais normalement, s'ils ne vous imposent pas d'avoir un acte juridique préexistant pour ça, les deux sont effectivement possibles. Après, il faut être sûr de l'avoir a posteriori quand même. Mais généralement, oui, c'est assez balisé. Hein. Vous avez pas n'importe qui peut postuler à être délégataire d'une autorité publique. Hein. Très bien, merci. C'est vrai que les rôles des agences de développement sont très différents selon les régions françaises. Il y en a où elles n'ont plus du tout de service de développement économique, si je peux caricaturer. Et tout l'aspect innovation et développement économique est porté par ces agences-là. Donc, souvent, il y a des partenariats super forts, donc ça s'entend très, très facilement. Et donc, dans d'autres cas, ce n'est pas le cas, mais elles peuvent être plutôt le relais Fonds européen innovation. Et du coup, voilà, avoir cette mission ponctuelle. Du coup, dans la lignée de cette question, il y a une question de Véronique Rottier. Est-ce que du coup, un pôle de compétitivité pourrait être considéré comme délégataire? Vanessa, j'ai vu votre question avant, mais vu que c'était dans la foulée du débat. Pour moi, un pôle de compète, ce n'est pas une autorité publique. Ingrid, notre Alors, en juriste. revanche, c'est souvent des associations qui sont créées par des autorités publiques. Mais il n'y a pas que des autorités publiques dans la composition des adhérents. Hein. Il y a des entreprises, ça dépend comment elles sont créées et ça dépendra alors de leur lien avec l'autorité publique. Et c'est comme tout contrat de délégation, ça dépend du délégant. C'est-à-dire que même si c'est théoriquement possible, le décisionnaire reste le délégant, donc l'autorité publique. Donc nous, on ne peut pas vous dire... ça dépend de sa composition de ses adhérents. Ensuite, ça dépend de ses missions. Est-ce que ça rentre dans ses missions statutaires? Et 3, ça dépend si les 3 sont vérifiés, les 2 premiers sont déjà positifs. Ça dépendra de toute façon du délégant s'il accepte de faire la délégation. Ça se trouve, il a quelqu'un d'autre en tête. Hein. Donc, Ok, merci beaucoup Ingrid. Il y a une autre question I3 pour toi Valérie. Est-ce qu'il y a des restrictions pour les institutions d'enseignement supérieur pour le volet 1 ou 2? Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, les possibilités de financement pour les universités et les laboratoires de recherche? Alors, pas de restriction pour ces institutions d'enseignement supérieur qui peuvent être partie prenante. Je prends la comparaison en fait d'un projet qui nous a été présenté, qui est porté par un des acteurs principaux, c'est l'Université de Lombardie. Donc, ça se fait. Pouvez-vous expliquer les possibilités de financement pour ces universités? Alors, les possibilités de financement, j'imagine bien que un certain nombre de coûts pour qu'ils soient éligibles doivent être ciblés. Ça se fait finalement dans la limite de ce qui est prévu dans le règlement FEDER, donc investissement productif, investissement de RDI, équipement, matériel, etc. Donc, sur qu'est-ce qui va être financé, c'est ça, hein, le filtre, c'est le règlement FEDER qui va vous en dire un peu plus. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Si vous souhaitez prendre la parole. Pardon, excusez-moi, est-ce que tu peux parler en fait Oui, allez-y. Oui, parce que nous, par exemple, ça serait à niveau d'équipement en fait. C'est ça ma question en fait. Et à niveau de quel pourcentage? Parce qu'il y a une contrepartie, bien sûr, qui doit être assurée depuis l'institution quand on fait en général le montage de nos projets pour les appels à projets en fait. Et les contreparties, c'est toujours la partie recherche. Donc, je ne sais pas si ça passe au niveau de ces appels, en fait. En fait, la contrepartie, c'est à niveau de recherche, soit si on a un cofinancement de la région aussi, en fait. Mais en général, c'est la partie recherche et
on sait qu'on peut être financé par ces appels, ça serait seulement de l'investissement, en fait, ça veut dire de l'équipement, en fait. Donc, je voulais savoir combien, si on peut se financer comme contrepartie le travail de nos chercheurs, et ainsi, sinon, en fait, comment ça s'envisage le montage pour les institutions de recherche, en fait? S'ils peuvent participer, je ne sais pas, pour l'Université de Lombardie, ils ont fait comment? Ils ont mis la contrepartie, c'était quoi? Je ne sais pas, en fait, c'est... Je crois que la contrepartie, c'était de l'autofinancement et c'est ça qui a été compliqué pour eux. À la fin, c'était en fait un axe d'amélioration parce que du coup, la région Lombardie n'avait pas prévu de dispositif pour mobiliser des crédits régionaux ou du FEDER, FEDER régional. Donc, ça a été un peu galère pour eux. Par contre, vous ne pouvez pas valoriser du temps homme. Je crois que vous avez évoqué ça, les chercheurs, en contrepartie. Oui, on peut. C'est ça qu'on fait normalement. On ne peut pas, en fait, non. Ça, sur du FEDER classique, je sais qu'on ne le fait pas. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse… Soit on doit chercher des financements pour notre appel ou pour financement régional ailleurs, en fait. OK, parfait. Ouais, c'est… OK, merci. Alors, il est midi. On a même entendu les cloches sonner chez toi, Valérie. Et oui. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense que ça veut dire qu'on a répondu à toutes vos questions. Après, encore une fois, on reste disponible. N'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions EIE, AMI, Vallée régionale de l'innovation. Voilà, on reste disponible pour toutes ces questions. Bien, écoutez, il n'y a vraiment plus de questions qui viennent, donc je vous propose de terminer ce webinaire. Donc, je le répète, comme convenu, le webinaire est enregistré. Vous aurez accès à nos supports de présentation. Donc, je vais m'occuper de télécharger tous ces éléments et lorsque ce sera prêt, vous recevrez un mail vous invitant à vous rendre sur la page web de l'événement pour accéder à tout ceci. Voilà. Donc Valérie, je tiens à te remercier à nouveau pour cette collaboration qui a été très intéressante. En plus, ça m'a permis de comprendre le FEDER et toi d'en apprendre plus sur Horizon Europe. Et merci aussi à Ingrid et Fanny qui nous a quittés, mais le PCN juridique et financier qui est venu nous accompagner aujourd'hui, nous faire du renfort juridique, mais aussi du renfort back-office quand j'ai eu des galères d'écran. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. Valérie, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot ou autre, mais… Merci Clara, merci pour cette invitation. La totalité des documents évoqués, diaporama et cette note qui fera répondre aux questions sera disponible sur le site L'Europe s'engage en France. Merci à tous. Merci à vous et puis bonne journée. Merci.